Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter mon expérience d'un an chez Back Market. Il faut voir cette présentation un peu plus comme une chronologie qui est les étapes que j'ai rencontrées pour monter un pôle QA où dans une société où il n'y avait pas encore de notion de QA, plus que comme des indications. Il n'y a pas ici de recettes à appliquer, etc. C'est vraiment mon expérience dans ce contexte. Back Market, c'est une plateforme e-commerce qui propose uniquement des produits reconditionnés. Et il y a un an, la discussion s'est vraiment presque passée comme ça entre le CTO et moi, où il m'a dit: est-ce que ça t'intéresse de mettre en place un pôle QA chez Back Market? Et j'ai dit: grave, trop intéressant, allons-y quoi. Et là, je me suis posé et je me suis dit: bon, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que vraiment, il y avait strictement rien du tout mis en place. Et à l'époque, pour du contexte, donc je vous disais, Back Market est un site e-commerce qui agit comme tiers de confiance entre des usines de reconditionnement et le grand public. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est des usines de reconditionnement donc qui rachètent des téléphones d'occasion, qui les remettent à neuf en changeant les composants, etc. Et ensuite qui les proposent à la vente beaucoup moins cher. Et donc on ne propose que des produits, tout ce qui est électronique, électrique plus largement, au grand public, que des produits reconditionnés. On a aussi un BO marchand où viennent opérer en fait les marchands pour mettre à jour leurs produits, leurs listings, etc. comme un site e-commerce classique le ferait. On n'a pas, voire très peu d'API. On a des API uniquement pour mettre à jour des annonces et des objets en fait dont ont besoin les marchands. À l'époque, donc je vous parle d'il y a un an, il y avait 30 développeurs. On était à peu près une cinquantaine chez Back Market en tout. Et un challenge, donc Back Market venait juste de faire une levée de fonds assez conséquente et avec une dimension, en tout cas une grosse dimension internationale. Il fallait développer des pays à l'international et donc une politique plutôt de recrutement pour supporter la charge de ce développement à la hauteur d'à peu près tripler les effectifs en un an. C'était le challenge quand je suis arrivé. Donc je me suis assis, on m'a dit: bah prends un PC et assieds-toi et une chaise si tu veux et tu bosses quoi, et tu fais ton rôle de QA entre guillemets, en sachant qu'il y avait aucune compétence dans la société à l'époque. Donc j'avais une seule certitude: en route vers l'inconnu. Donc c'était un peu l'image quand je me suis lancé quoi. Donc pour pas me perdre un peu dans ce que j'avais à faire, je suis parti de mon mandat en fait, la définition la plus simple, la plus basique qu'on puisse attribuer à un QA entre guillemets, une personne qui doit en fait faire des tests pour s'assurer qu'on ne casse rien en production. Ce qui marche aujourd'hui doit marcher demain coûte que coûte. Et deuxième item dans mon mandat, c'était éviter de pousser des bugs. C'est-à-dire que non seulement on doit s'assurer qu'on ne casse rien, mais en plus tout ce qui sort, à chaque fois qu'on va créer une nouvelle version du site, on ne doit pas ajouter des bugs. Mais tout seul, en fait, je me suis dit: comment, face à 30 personnes, et demain 60, 70, 80, 100, 200, comment avoir un impact? Je suis parti de deux questionnements. Je me suis dit: si je fais du test manuel, en fait, j'ai un impact immédiat. J'ai directement fait ma mission, c'est-à-dire que je vais tester tout ce qui va sortir en prod en m'assurant qu'on ne casse rien et qu'on ne rajoute pas des bugs. Par contre, plus je vais avoir de charges, et c'est ce qu'on m'avait dit au départ, et plus je vais ralentir la société. On peut pas compter sur une seule personne, on est bien d'accord, pour faire les tests à la main pour toute une société. Par contre, si je commence à faire des tests auto, ok, il va falloir que je trouve un outil, que je code quelque chose, que je trouve une façon d'automatiser ça pour me permettre un petit peu de me décharger. Sur le long terme, génial, ça va me faire gagner du temps. Par contre, là, aujourd'hui, je vais pas du tout faire mon boulot. Donc, mon mandat, il est pas rempli. Parce que tout ce qui va sortir, je vais pas le voir. Et potentiellement, je vais laisser passer des bugs. Donc, voilà mon constat de départ. Comment je me suis... donc, c'est à partir de là où je vais vous dérouler un petit peu mon processus, comment je me suis adapté dans le contexte et comment j'ai réussi un petit peu à naviguer dans ces dilemmes. Je me suis en fait simplement repositionné dans l'objectif, en tout cas dans l'objectif de mon entreprise. Donc, ce que je vous disais au départ, c'est que c'est le contexte dans lequel j'ai évolué qui m'a permis d'avancer. C'est pas du tout une recette. Mais étant donné qu'on a pour objectif de ouvrir à l'international et qu'on va devoir avoir une forte croissance, je me suis gardé dans cette optique jusqu'au bout et dès le départ en me disant: si demain on est dit QA, comment on fait? Et en tout cas, ce que je veux absolument pas, c'est des testeurs
qui vont passer leur temps à faire du clic-clic. Et ça, c'était pas du tout prévu dans l'histoire. Donc, je suis parti du constat très simple. Si j'automatise, en tout cas, je vais directement aller vers les chemins critiques. Ça va me permettre de dégager du temps. Et potentiellement, demain, si on embauche, ils n'auront pas non plus à le faire puisque ce sera déjà codé. Donc, automatiser les chemins critiques. OK. Mais comment le faire ? Le constat était que le rythme s'accélère, étant donné qu'on a de plus en plus de personnes. On va avoir de plus en plus de features qui sont déployées, de plus en plus de releases qui sont effectuées. Là, on en a actuellement 4 par jour. Et en même temps, ce qui est vrai aujourd'hui sera plus vrai demain, étant donné qu'on a un rythme qui s'accélère. On va aussi avoir des changements fréquents, c'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui, en tout cas l'interface que j'ai en face de moi, sera peut-être différente. On va changer, j'en sais rien, l'interface, la couleur des boutons, tout le l'UX design, on va la changer. Bref, comment en fait assumer ce changement très fréquent, ce rythme très régulier de changement et de livraison. Dans ce contexte, j'ai trouvé que l'externalisation n'était pas hyper facile parce que il était très difficile de trouver une société qui allait se caler sur ce rythme. C'est-à-dire que moi, je voulais runner des tests presque à la volée. Je voulais dire, OK, bah là, on va pas attendre en fait 2 jours pour runner les tests dans une société externe. Et de la même manière, pour l'automatisation, si par exemple demain on change un bouton, j'ai pas envie d'attendre tout un process d'aller descendre vers un prestat qui me change le bouton sur son outil, etc. C'était trop long en fait à mettre en place. J'ai trouvé du clé en main. C'était une bonne façon de faire, mais il n'y avait pas de sur-mesure. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment un outil que je maîtrisais complètement. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai pas trouvé non plus. C'était du clé en main, mais pas du sur-mesure. On pourra y revenir tout à l'heure. Je vais être bref là-dessus. Et on a aussi, troisième constat, des compétences déjà en interne. Tous les développeurs codent en Python et on avait déjà un bon pôle DevOps, donc mise en place d'architecture, ce qui m'a plutôt orienté dans le choix d'un framework maison, plutôt que d'aller vers l'extérieur. J'ai sorti un outil qui s'appelle Monsieur Fat, donc pour Front Automated Testing, qui m'a permis en fait de faire la suite. Je vous réserve un peu la surprise, mais deuxième, donc premier gros choix, c'était vraiment ce qui m'a dirigé là-dessus, c'était la création de ce framework. Et j'ai commencé en octobre à peu près, octobre, à coder cet outil. Donc c'est du Python et c'est de l'import de la librairie Selenium et c'est tout. Au-delà, moi après j'ai créé un framework de plus en plus avec des couches de plus en plus hautes. Mais dans un premier temps, en fait, c'était un peu la traversée du désert pour les gens qui ont déjà fait un peu de Selenium à leur début, s'ils se rappellent. Moi, c'était vraiment mon début sur Selenium, et là, ça a été très très long parce que entre en fait la mise en œuvre, en tout cas, ce qu'on a dans la tête, la conception et la mise en œuvre, il y a un gros gap, comme dans beaucoup de mises en œuvre en fait. Et j'ai rencontré vraiment ces difficultés. Il faut savoir que la manière qui m'a permis de sortir de cette boucle, en fait, c'est de me recentrer sur le temps investi, sur le temps gagné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontrais une difficulté, je perdais du temps à le faire. Je me dis, OK, pendant ce temps-là, on livre, il y a des bugs qui sortent. Moi, je suis enfermé dans ma petite bulle à essayer de faire un outil, etc. À chaque fois, je me disais, OK, tu franchis une étape et tu vas le confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un petit bout de quelque chose qui marchait, à chaque fois, je le montrais. J'essayais de me sortir de cette bulle, de le confronter, c'est-à-dire de faire des démos et de montrer que j'avais résolu un petit bout du problème. C'est-à-dire que au lieu de passer même 10 minutes par jour à faire 10 fois la même chose, cet outil-là me permettait, j'avais franchi une petite marche. Et c'est ça en itération que je le faisais avec les développeurs, avec les PO, avec tous les métiers que je rencontrais, avec les archis, etc. pour itérer. Et à chaque fois recaler exactement là où je voulais aller. Et c'est vraiment ça qui m'a permis, plutôt que de me mettre en sous-marin pendant 6 mois et de sortir mon outil et dire OK, très bien, t'as fait ça, mais en fait t'es plus du tout calé à la réalité. C'est ça qui m'a vraiment permis de relever la tête à chaque fois, parce que clairement cette phase était très très pénible. Et j'ai sorti la tête de l'eau à peu près en janvier, donc ça a duré quand même 3-4 mois, où cet outil a commencé vraiment à porter ses fruits au fur et à mesure des itérations que je vous expliquais. Et à partir de là, j'ai pu enfin vraiment lui apporter de la responsabilité et de me dégager du temps.
Donc, comme je vous disais, j'ai juste confronté ce travail à la réalité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais un bout de test qui marchait, je le mettais vraiment en production, entre guillemets. Et ça m'a permis, d'une part, de l'améliorer en continu et aussi de dégager du temps pour commencer un petit peu mon travail de coaching un peu. Donc, c'est là où j'ai demandé d'intégrer une team, parce que chez Back Market, on bosse en team feature. On en a 6. Et jusqu'à présent, j'étais vraiment mis un petit peu à part. C'est-à-dire que j'étais dans mon pôle QA, quoi. Mais très vite, dès que j'ai réussi à gagner un petit peu de temps sur les tests auto, en tout cas les tests manuels, pardon, en faisant des tests auto, j'ai pu directement un petit peu mettre entre 10 et 20% sur du coaching dans les équipes, à commencer un petit peu à prendre le problème en amont et plus être vraiment le testeur en fin de chaîne. Troisième étape. Alors, une fois que j'ai commencé à faire en fait, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le vrai levier qui a commencé à porter ses fruits. Quand j'ai commencé à mettre un petit peu en amont. Par contre, de l'autre côté, j'étais toujours sollicité en fait pour triguer les tests, parce que oui, les tests renaient à peu près bien, mais du coup, il fallait les triguer, il fallait exposer les résultats. Donc, les développeurs, à chaque fois qu'ils voulaient faire une release, ils me demandaient: Thomas, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin des tests, run-les. Après, je les renais, j'ai oublié de leur redonner les résultats, donc ils me retriguaient. Moi, j'étais pas forcément dispo, etc. Donc là, il a fallu vraiment que je fasse un gros effort aussi pour. J'avais presque fait 50% du boulot en fait, en ayant une suite de tests qui marchait. Le gros travail ici, c'était vraiment d'intégrer mon outil dans un cycle de déploiement et surtout de pouvoir faire communiquer mon outil avec les développeurs, c'est-à-dire que eux s'approprient l'outil. Et moi, je voulais plus être le lien entre les développeurs et cet outil. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte que le gros travail était là. Il suffisait pas de créer un outil, mais il fallait aussi se le désapproprier, c'est-à-dire mettre de la responsabilité sur cet outil et de dire: OK, maintenant, cet outil est responsable de faire cette tâche et à vous de le lancer, etc. Mais il est capable de le faire tout seul. C'est un petit peu du dédoublement de personnalité. Donc, c'était un peu ça, parce que moi, j'étais tout seul dans ma team et tout. J'avais besoin, en fait, d'appui, et j'avais besoin que cet appui soit utile aux développeurs. Donc, ce que j'ai fait, c'était par exemple, là, je vous donne juste un exemple. J'ai dû l'intégrer dans Slack parce qu'on travaille beaucoup avec Slack. On a beaucoup de bots en fait qu'on fait sur Slack. Dès qu'on veut déployer, c'est des commandes Slack. On a les résultats sous Slack. Vraiment, tout est piloté sous Slack. Donc, du coup, j'ai dû m'intégrer dans Slack. Pour un petit exemple, là, Monsieur Fat, là, mon but, c'était d'avoir un résultat en moins de 10 minutes sur l'état de la prod, sur les chemins critiques, hein, toujours. Et de pouvoir donner facilement un état en fait de la pré-prod à l'instant T. Donc n'importe quel développeur peut lancer une suite de tests. Et en même temps, c'est trigué automatiquement, c'est intégré dans la CI. Une anecdote toute bête, mais au début j'avais mis vert en fait quand c'était OK, rouge quand c'était à droite KO. Et en fait on me l'a reproché. Donc en fait, ce que je vous explique, c'est juste moi mon expérience, c'est que on peut faire un outil hyper blindé, on peut faire le truc qui fait tout et n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Si c'est mal intégré, si c'est mal expliqué, si c'est mal diffusé dans les équipes, ça marchera pas. Là par exemple pour une couleur, à droite, moi je me suis mis du jaune orangé en fait en cas de fail, parce que le rouge c'était trop violent pour les développeurs. C'est bête, hein, mais vraiment, c'était une petite connerie. Alors, c'est vrai, on s'est pas arrêté 6 mois là-dessus, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des petits ajustements. Et c'est cette suite de petits ajustements qui font qu'en fait l'outil est bien accepté. Et eux sont force de proposition, ils se sont appropriés le truc. C'est con, mais j'ai mis une petite image, Monsieur Fat, machin. Enfin, c'est juste dire, OK, c'est à vous en fait l'outil. Moi, je suis là pour vous aider, pour l'améliorer, etc. Donc finalement, j'ai mis du jaune et ils sont très contents et ça les choque pas. Et voilà, c'est plus dire, OK, c'est une petite alerte. Attention, il y a peut-être des problèmes, parce que en fait il peut y avoir aussi moi des erreurs que j'ai mises dans mon code, il peut y avoir une erreur réseau, enfin des trucs qui sont pas du tout liés au code, et le fait de leur dire rouge, ça veut, eux ils le prennent comme j'ai une erreur, et après ils me descendent en disant OK, c'est ton truc qui fait chier, alors que là je me suis un peu dégagé de responsabilité en disant il y a un warning, c'est pas pareil, mais ça fait toute la différence. Et maintenant, alors aujourd'hui on va être 3 là avant la fin de l'année. Alors je commence par la fin, pardon, parce que c'est vrai que c'est important aussi de recruter. Et je passe ma petite annonce, on recherche vraiment des gens pour aider la QA chez Back Market. Mais en prenant ça dans le bon sens, ce qu'il faut continuer en fait, c'est se prioriser en fait, c'est vraiment une analyse de risque. Moi, c'est comme ça que je vois le métier en tout cas actuellement.
C'est vraiment prioriser les tâches. Jamais je pourrais tout tester, jamais je pourrais tout contrôler. Alors, je parle pas du rôle de coaching, etc., que j'ai dans les équipes, qui fait forcément une grosse majorité du travail. Mais en tout cas, en termes de tests, d'outils, etc., c'est vraiment ça que j'appelle l'analyse de risque. Aussi beaucoup documenter, beaucoup discuter, beaucoup communiquer avec les équipes, recruter forcément, mais vraiment trouver en premier ce qui impacte. Et voilà, donc juste petit résumé, je me suis repositionné en premier dans le contexte de l'entreprise. Bien sûr que par exemple, si je dois recommencer dans une autre société, peut-être j'aurai complètement un autre discours. Mais vraiment, c'est très important de connaître là où va la société pour faire le meilleur outil et la meilleure aide possible. Se concentrer donc sur ce qui impacte en priorité. Et vraiment, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'itérer, dialoguer, communiquer, de pas te positionner en disant voilà la vérité, mais vraiment de travailler avec toutes les équipes. Voilà. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Oui. Je sais pas si vous avez... Merci. J'ai 2 questions. La première, c'est sur le contexte du début de projet. Donc tu disais que tu arrivais dans une équipe déjà faite de 30 développeurs. Et donc il y a Théo, je sais pas, qui te dit viens faire de la QA chez moi. J'ai l'impression que le contexte, du coup, ça va être... Aujourd'hui, jusque-là, on s'intéressait pas à avoir un QA dans l'équipe, mais maintenant, on a besoin d'un QA, mais voilà, assis-toi, mets-toi avec ton ordi et fais ce que tu veux, mais on sait pas trop qu'est-ce que tu dois faire. J'ai l'impression que quand t'es arrivé, on savait même pas vraiment pourquoi est-ce qu'on prenait un QA, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un QA. Donc, et du coup, comment est-ce que tu as pu t'intégrer vraiment dans les équipes, travailler avec les développeurs dans une équipe qui, a priori, n'avait pas un besoin de QA, quoi. Alors, en fait, c'est pas vraiment qu'ils n'avaient pas le besoin. Ils l'avaient très clairement, mais c'est une entreprise en fait qui a été créée en 2014 avec une moyenne d'âge de 25 ans. En tout cas à l'époque, je parle d'il y a un an. Là, ça a vraiment évolué. Et du coup, beaucoup de jeunes et beaucoup de code qui dataient d'il y a 4-5 ans. Et en fait, la société a explosé en à peu près un an. Vraiment, entre 2017 et 2018, quoi. Et c'est là où vraiment ils ont eu, donc forcément ils ont été coachés aussi, hein, il y a des investisseurs derrière et tout, donc forcément il y a aussi cette notion-là. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la QA était pas hyper attendue. En tout cas, si, sur ces points-là. Et c'est pour ça que ça m'a recalé là-dessus. Mon mandat, il est là, mon mandat. Voilà, c'est ça en fait la QA au départ quand je suis arrivé chez Back Market. C'est ça. Et c'est en fait tout le travail donc après, bon, ça, je vous passe là, mais c'est là où j'étais un peu rapide. C'était vraiment ici, en fait. C'était ça et ça. Pardon, je me suis perdu dans mes slides. Mais en gros, je vais arrêter de caler sur mes slides, ce sera plus simple. Il y a eu 2 choses. Il y a eu la communication. Dès le départ en fait, parce que là je vous explique la traversée du désert dans mon petit outil et tout, mais c'était une grosse itération et il y a eu beaucoup de dialogue. Donc je continue à faire des tests à la main et donc j'étais extrêmement, je me suis positionné en ok, faites-moi confiance, c'est moi qui vais vous dire si on peut aller en prod ou pas. J'ai un peu pris ce rôle là, mais forcément je pouvais pas le faire tout seul. J'étais obligé d'aller voir toutes les équipes et de demander ok, qu'est-ce que vous sortez aujourd'hui, c'est quoi les risques, etc. Et c'était vraiment de voir avec eux et de les sensibiliser à ça, c'est-à-dire à la QA entre guillemets, c'est-à-dire de eux se responsabiliser de ce qu'ils vont pousser. Et donc le shift left que je cherchais, en fait, je l'ai commencé dès le départ finalement. Et c'est ça qui m'a aidé au final aujourd'hui à ce que tout le monde soit ouvert à ça, m'aide, etc. parce qu'ils voyaient vraiment le gain. Donc le gros travail, je le faisais aussi en parallèle, d'aller parler à tout le monde et de leur dire voilà où moi je vous attends en termes de QA et pas moi je suis le QA donc c'est bon, démerdez-vous. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, un peu. Sinon, j'ai une deuxième question. Bon, je suis un petit peu dans le même cas, pas tout à fait, mais un petit peu, et j'ai une troisième problématique en plus de vérifier qu'on va pas avoir de régression et qu'on sort de nouvelles features, c'est il y a des features qui existent déjà et j'aimerais bien connaître le niveau de qualité des features qui sont déjà sorties. Comment est-ce que toi tu vas gérer ça? Est-ce que tu vas du coup revenir sur des anciennes features pour les tester ou... Ouais, c'est une vraie très bonne question parce que c'est vraiment le gros problème qu'on a quand on crée une société et qui va évoluer énormément, qui va recruter énormément. On n'a pas le temps, on va pas refaire le site quoi.
Donc, et en même temps, il faut pousser. Et donc, on va installer du code sur une base qui est un peu bancale. Et c'est pour ça que je vous parlais de Presta au début, enfin de société externe. J'ai été un peu conseillé au départ, forcément. Et quand j'ai demandé de l'avis au PO, qui était sur place, quoi, chez Back Market, ils m'ont dit, en fait, la liste des bugs, ça sert à rien qu'on nous la présente parce qu'on la connaît. Et notre but, c'est pas, c'est pas parce qu'on va avoir la liste des bugs qu'on va avoir plus de temps pour les résoudre en fait. On nous demande de développer des nouvelles fonctionnalités. Alors forcément, il y a du support qui s'accumule et tout, donc là c'est notre stratégie. Mais à aucun moment en fait, je me suis dit je vais venir et je vais leur dérouler les bugs. C'était vraiment essayer de préparer l'avenir quoi. Alors effectivement, je suis d'accord, il y a plein de bugs existants et au fur et à mesure, il va falloir les traiter et imaginer comment on va refactoriser, enfin comment on va recoder tout ça. Et là, du coup, c'est prendre de l'expérience de ce qui a pas marché, et c'est aussi du coaching en disant, ok, on va vous préparer. Pour moi, c'est le vrai rôle de l'AQA, c'est-à-dire se mettre en amont et de leur dire, ils le savent en plus, mais c'est juste d'avoir quelqu'un qui est garant de ça, qui va coacher en fait. Voilà. Mais en termes de bugs existants, bien sûr, il y a encore plein de bugs sur la plateforme qu'on essaye vraiment d'absorber dans les refactos. Mais à aucun moment on s'est dit ok on va tous les résoudre d'un coup et on n'avait pas le temps en fait parce qu'il faut en même temps suivre le rythme de croissance et voilà. Et indépendamment des bugs existants, c'est comment est-ce que tu vas t'assurer que les nouvelles features n'impactent pas les anciennes? Comment les nouvelles features ne vont pas impacter les anciennes features? Elles ne vont pas créer des bugs sur des features qui étaient déjà existantes mais que tu n'avais pas testé. Bah en fait encore une fois moi ce que je fais c'est que ce que j'ai fait ici c'est que je me suis priorisé sur des chemins critiques. Donc de toute façon on pourra pas les casser vraiment les gros blocs fonctionnels qui font que un paiement ça doit toujours se faire, ça sera jamais cassé par exemple. Et c'est là où au départ je me suis priorisé là-dessus pour pas me perdre dans tout ce qui sortait parce que sinon donc avec les équipes on a fait 7 analyses de risque et dans chaque team on s'est dit ok ça doit pas casser, ça doit pas casser etc. Et donc ça n'est jamais cassé en fait. Et effectivement, il y a eu des petits bugs, mais qui sont entre guillemets loin dans la liste des risques. Donc finalement, voilà. Merci. Très intéressant. J'ai 50 000 questions, on en parlera tout à l'heure, je pense, mais je vais en choisir une. Donc maintenant, les développeurs, ils peuvent lancer des tests avec Monsieur Fat. Qui les analyse à la fin? Est-ce qu'ils sont là capables de les analyser, ou c'est encore toi qui t'occupes de tout ça? En fait, ils les analysent pas vraiment dans le sens où ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit rapport très bref. À droite, en fait, là, on voit par exemple un test qui a pas marché, donc ça reste, c'est du Selenium hein, derrière. J'ai une gestion des erreurs qui permet juste, voilà, là par exemple, il y a 15 tests qui ont explosé quoi. J'ai une manière en fait en afficher plus de lister en fait tous les tests qui n'ont pas marché. Donc ça donne vraiment un état à l'instant T. En gros, là on voit très bien sur quelle page ça a pas marché, quel élément en fait dans la page a pas marché. Et quand on fait afficher plus, là je vais pas vous faire de démo et tout, et de toute façon j'ai pas mon outil, mais en gros j'ai un rapport XML qui sort, donc qui est parsable très facilement, n'importe quel dev peut le voir. Et en plus c'est surtout ça en fait qui m'a aussi aidé à me dédouaner de l'outil en disant vous êtes capable de voir ce qui va pas. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un test qui fail, il y a une petite vidéo qui est associée dans le truc. Et donc, du coup, on voit exactement où ça n'a pas marché. Donc là, que ce soit dev, un PO ou n'importe qui peut dire OK. Et du coup, facilement reproduire et voilà. Et ou même voir que c'est mon code qui marche pas. Si la vidéo, elle montre qu'en fait, ça marchait, voilà. Donc, si je suis pas disponible à l'instant T, genre, si je pars en vacances, ça m'est déjà arrivé, eux, ils savent directement se débrouiller avec ça, quoi. Mais ils savent pas corriger l'automate, si. Ça a pas corrigé? Ils savent pas corriger ou modifier l'automate? Pardon. L'automate, Monsieur Fat, ils peuvent le modifier Ouais, en fait c'est du Python, donc le repo il est libre parmi les développeurs. Ils sont capables de rajouter un test très facilement parce que c'est surtout les fronts qui s'amusent un peu avec ça parce qu'avec les ID ils maîtrisent bien. Mais côté back un petit peu. Ok. Voilà. Mais bon, l'idée c'est quand même de se garder ça pour nous en fait. Bonsoir tout le monde. En fait, dans la présentation, j'ai vu C'est bon? Dans la présentation, en fait, j'ai vu 2 briques essentielles. Donc, il y a la technique, Monsieur Fat,
Et tout en haut, il y a tout ce qui est coaching et culture. Mais entre les deux, il y a la méthodologie, la stratégie de test, en fait, la gestion du patrimoine de test, ainsi de suite. Comment ça s'est passé? Parce que je veux juste faire vraiment le rapprochement avec ma situation, donc mon expérience. Pareil, en fait, hein, mais avec une configuration beaucoup, en fait, différente, c'est que je suis dans une grande boîte. Donc la culture, elle est là. Elle est là, mais c'est pas la meilleure, c'est pas le meilleur environnement, en fait, dont on rêve. Je sais pas si c'est très comparable du coup, parce que en fait, moi, encore une fois, je suis allé directement vers la priorité. J'ai oublié le reste forcément. J'avais pas le temps. J'étais tout seul. J'étais pas forcément entouré. Ce que je veux dire par là, c'est que ma stratégie test, en fait, elle commence aujourd'hui. C'est-à-dire que mon objectif, c'était de donner un état de la pré-prod à l'instant T en moins de 10 minutes. C'était un peu mon contrat. Je me suis dit, ok, c'est l'outil que je veux apporter. Aujourd'hui ça marche. Maintenant qu'on est 2 aujourd'hui, on va être 3 avant la fin de l'année, etc. On va commencer à mettre en place cette stratégie un peu plus long terme, dire voilà, cette méthodologie, t'appelles ça méthodologie, moi je me la construis en fait. Enfin, je sais pas comment, tu vois, c'est pas trop comparable parce que j'avais pas ces notions là il y a un an. Je pouvais pas me dire je vais mettre en place une méthodologie. Enfin, c'était pas dans ma prio en fait, tu vois. La prio c'était d'agir directement, d'avoir un impact. Donc effectivement c'est hyper primordial, hein, ce que tu dis, mais je commence à me poser la question que maintenant. C'est-à-dire que là les tests qui sont en train de tourner, ouais c'est cool, ils permettent au moins de savoir si on peut payer, si on peut créer un compte, si on peut agir sur les commandes, les machins. Mais le truc c'est que c'est pas forcément non plus les plus aujourd'hui les plus, comment dire, il y a d'autres capteurs à ajouter que mon analyse d'il y a un an, et je suis en train de le faire là. Je sais pas, pareil, je sais pas si je réponds exactement aux questions, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que moi j'avais pas cette notion de méthodologie, voilà, et que là aujourd'hui je vais l'avoir. Donc avec plaisir on pourra en discuter. Mais moi là je sais que par exemple dans mes tests il va falloir que je les découpe mieux, qu'on cible un petit peu plus exactement ce que je teste, parce que moi je fais des gros tests en fait. Il y a un peu de technique derrière aussi, c'est-à-dire que je peux pas non plus lancer 1 million de tests en parallèle en moins de 10 minutes. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir mettre en place cette stratégie. Pour moi je le vois dans une suite de tests en moins de 10 minutes qui va être rédhibitoire. Ensuite, une suite de tests qui va se lancer un peu genre toutes les heures, qui va durer moins d'1 heure du coup, sur la pré-prod, je le vois comme ça. Des tests un peu plus longs, un peu moins critiques, mais qui sont quand même importants à runner. Donc même si on pousse en prod un problème, en moins d'1 heure, on le connaîtra, on va pas attendre que quelqu'un le voit. Je le vois un peu comme ça. Et de plus en plus comme ça, la nuit, on va pouvoir lancer des tests de plusieurs heures. Mais ça, on l'a pas encore, ce raffinement. Ouais. Et par rapport à ça, les devs, ils sont sensibilisés aux tests unitaires, aux tests plus bas? Parce que là, ce que tu parles, c'est tests assez hauts de la pyramide de tests, et en bas, il y a quoi? Les tests unitaires, en fait, les développeurs sont très affinés là-dessus. Enfin, c'est-à-dire qu'ils sont très alertés là-dessus. Et ce qui est ultra cool, c'est que eux, leurs composants, ils les testent à fond. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir une déclinaison de tests de folie, en fait. Moi, un chemin critique me suffit. Et derrière, je sais que eux vont faire tous les cas de figure. Et ça c'est lié un peu au coaching en amont, mais aussi à leur fibre. Ils ont ça aussi. Surtout les fronts en fait, mais un peu les backs aussi. Mais... Et le coaching, c'est toi qui le fais aussi? Ouais, alors à mon niveau, hein, enfin, mais dans ma team, en tout cas, moi j'ai demandé à être intégré dans une team dès le mois de janvier, donc forcément, ouais, c'est moi qui le fais. Après, je le fais de manière informelle. Je suis un peu la QA volante, quoi. Je vais savoir. De toute façon, j'ai besoin de savoir ce qui sort pour. C'est comme ça que j'ai marché au début. Maintenant, de plus en plus, on va être un QA par team, donc voilà. Merci. Ah, une dernière question. Merci pour la démo. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi de nombre des API. Depuis 1 an, vous avez trouvé peu ou très peu d'API. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Et si oui, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour faire les tests API? Ouais, alors c'est plutôt sinon. Et en fait, je suis en train de pousser là auprès de mon équipe, je suis dans l'équipe paiement, de au moins créer un endpoint pour faire des commandes assez facilement, quoi. Des paiements. Parce que moi là en fait à chaque fois que je suis obligé de bouger une order, je suis obligé de faire toute la chaîne de paiement et tout. Parce que en fait une boîte au départ elle n'a pas ces préoccupations là, et bien sûr on peut pas demander à une boîte d'être testable dès qu'elle se crée, quoi. Mais ouais, c'est des questions qui sont en cours de discussion.
Dernière question. En fait, en termes de fiabilité par rapport à Monsieur Fat, est-ce que les tests ils sont fiables? Est-ce que les développeurs peuvent se baser sur le rapport de test pour merger ou pour aller en prod? Ou les tests, ça fail, ça passe, ça fail, ça passe? Est-ce que c'est vraiment aléatoire ou c'est vraiment fiable? Les tests sont stables. C'est pour ça que ça a été une grosse période, une traversée du désert, parce que pour rendre ça stable, j'en ai vraiment bavé, quoi. Et aujourd'hui, vraiment, si c'est vert, c'est que les mecs, ils m'attendent pas, hein. Ils attendent ça, là, en moins de 10 minutes, et boum, ils vont en prod. C'est cool. Merci.